Un jour d'été dans la France de l'an 1188. Depuis des heures, Guéradouce de Saint-Aubert attend le chevalier Robert de Beaurain. Un duel doit trancher le conflit d'influence et de pouvoir qui les oppose. Enfin, on entend la cloche de l'église sonner nonne, c'est-à-dire midi, sans que l'adversaire paraisse. Le délai d'usage est passé. Guéradouce est déclaré vainqueur. Mais les secondes n'en sont pas sûres, car la sonnerie du clocher n'est qu'une indication. Personne ne peut déterminer l'heure avec certitude. Dans l'Europe du Moyen-Âge, le découpage du temps n'est pas le bien de tous. Il est entre les mains des monastères. Et un rôle éminent, dans la mesure du temps ecclésiastique, revient à l'ordre des bénédictins. Sept fois par jour, les cloches des monastères appellent à la prière. Et ce sont ces temps de prière, appelés précisément les heures, qui rythment le temps de l'Église. D'ailleurs, la prière est la méthode la plus fiable pour mesurer de courts laps de temps. On dira par exemple, le tremblement de terre a duré le temps de 2 Ave Maria et d'un pater récité vite. Dans chaque monastère, un moine est spécialement affecté jour et nuit à la mesure des heures. Il a le titre d'horoscopus. Sa responsabilité est lourde, car la règle de Saint Benoît exige que les moines se lèvent à minuit pour louer Dieu ponctuellement dès le début du jour. Les heures de l'Église ont une longueur variable. En été, il fait jour plus longtemps. Les heures du jour sont donc plus longues et les heures nocturnes plus courtes. En hiver, c'est l'inverse. Les bénédictins se battent sans cesse contre l'imperfection des horloges. Les cadrans solaires ne servent que de jour et par beau temps. En hiver, rien ne va plus. Il n'y a guère de soleil et les clepsydres gèlent. Quant aux horloges à bougies, le moindre vent les dérègle. La puissance de l'Église se manifeste non seulement dans la splendeur des édifices, mais aussi dans sa gestion du temps naturel donné par Dieu. Les heures inégales, selon les saisons, répondent parfaitement au mode de vie du clergé. Mais au cours du Moyen-Âge, l'Église se heurte progressivement à la concurrence politique et économique de cités de plus en plus puissantes, comme par exemple Milan ou Florence. On voit naître très vite une foule de nouveaux métiers, de nouvelles corporations. L'économie monétaire se diversifie. Le temps imprécis des moines n'est plus compatible avec la réalité urbaine. Et la cloche des églises, sonnant les heures de prière, n'est plus la seule, et de loin, à retentir dans les villes. La cloche communale qui convoque les bourgeois en conseil ou en cas de danger. La cloche ouvrable pour le début et la fin du travail. La cloche de forge indiquant aux forgerons et autres artisans qu'il faut faire cesser leur vacarme. La cloche de couvre-feu qui sonne tous les soirs. La cloche du vin pour la fermeture des débits de boissons. La cloche portière annonçant l'ouverture et la fermeture des portes de la ville. La cloche censitaire entre la Saint-Martin et Noël. La cloche des marchés marquant leur ouverture et leur fin. La cloche du conseil pour appeler les édiles en séance. Cela ne peut pas continuer ainsi dans les villes. Un nouvel appareil à mesurer le temps apparaît vers la fin du XIIIe siècle, l'horloge mécanique à échappement. Les contemporains y prêtent si peu attention qu'on ignore le lieu et la date de son invention. Ces nouvelles horloges mécaniques n'en envahissent pas moins toute l'Europe en l'espace de quelques années. Le dispositif d'échappement impose au rouage du mécanisme une allure lente, régulière et peu gourmande en énergie. Jamais jusque-là, on n'avait mesuré le temps avec autant de précision.
Les gens ne prennent conscience de cette révolution dans la mesure du temps que lorsqu'apparaissent de gigantesques tours d'horloge affichant une heure inexorablement uniforme. Les cités exposent à la vue de tous leurs horloges mécaniques qui s'opposent aux heures irrégulières de l'église. À Berne se trouve l'une des plus magnifiques tours d'horloge, la Siegglocke, qui fonctionne presque sans modification depuis plus de 400 ans. Et une institution presque aussi ancienne lui est attachée, la charge de gardien de l'horloge. Marcus Marty exerce ses fonctions depuis 20 ans. Il a fallu longtemps à cet ingénieur pour analyser tous les mécanismes, grands et petits, de cette vénérable machine. Ich weiß nicht, ob wir heute überhaupt imstande wären, solche Geräte zu bauen. Je ne sais pas si on serait capable aujourd'hui de construire des instruments qui durent aussi longtemps. C'est ce qu'il y a de fascinant. Et puis cette horloge est pratiquement intacte. Si on la compare avec d'autres, on voit qu'on les a électrifiées par exemple. On y a intégré tel ou tel dispositif automatique, de sorte qu'on peut se passer de l'homme. Or, cette horloge-ci a besoin d'être en relation avec l'homme. Et l'homme a besoin d'elle aussi, naturellement. Par exemple, il faut la remonter tous les soirs. Elle a besoin des soins donnés par l'homme. Même avec un entretien minutieux et des soins quotidiens, les horloges gothiques accusent assez souvent des écarts de 10 à 20 minutes par jour. Les frais d'entretien sont considérables pour les cités de l'époque. Mais en cette fin de Moyen-Âge, pour être considéré, il faut être à la pointe du progrès technique. À l'époque, c'était un peu une rivalité entre les villes, à qui aurait les plus belles et les plus grandes tours d'horloge. Et il était important aussi, naturellement, de montrer à l'extérieur de merveilleuses figurines, des horloges astronomiques ou par exemple des carillons mécaniques. C'est une conquête technique pour l'époque. Sans doute peut-on presque comparer ça à nos missions vers la Lune. La multitude des anciennes cloches fut déplacée par une seule, qui retentissait dans toute la ville, du haut du beffroi de l'hôtel de ville. Et ce temps unique devint le fidèle compagnon de tous les habitants. Dans beaucoup de villes, c'est la guerre entre les clochers. L'église sonne encore les heures de prière et à quelques pas de là, une horloge somptueuse carillonne les heures modernes. C'est une compétition où l'église ne pouvait que perdre. Les cités florissantes d'Italie du Nord, de France, d'Allemagne et du sud des Pays-Bas rivalisent d'efforts pour favoriser l'artisanat et les sciences. Une nouvelle forme de richesse se constitue, le capital humain. Techniciens, chercheurs et maîtres artisans échangent leurs idées et leurs propositions par-delà les frontières et font le tour de l'Europe. Un meilleur affinage des métaux est aussi à l'origine du développement des canons, contemporain de celui des horloges mécaniques. Parmi les premiers horlogers, on compte aussi beaucoup de fondeurs de canons. J'en sais plus sur les canons que le diable lui-même. Ainsi se vante le pieux moine Henricius, dont la charge est de veiller sur les horloges de Milan. Après l'introduction des nouvelles horloges, l'équilibre du monde a changé. Alors qu'auparavant, les Byzantins, les Arabes et les Chinois étaient bien supérieurs dans les sciences et les techniques à une Europe retardataire, voici qu'au XIVe siècle, les caravanes changent de sens. L'Occident a rattrapé l'Orient et prend sur lui une avance qui ne cessera de croître. C'est l'un des tournants les plus importants de l'histoire humaine et il est provoqué par un petit mécanisme peu spectaculaire. L'horloge devient une métaphore universelle. Les astronomes et même les théologiens décrivent désormais l'univers comme une sorte de joyau d'horlogerie. Et Dieu n'est ni plus ni moins que le grand horloger.
Une autre révolution bouleverse le sentiment que les hommes ont du temps, l'imprimerie. Elle permet de produire des calendriers pour tous et de les diffuser massivement. Le calendrier comme agenda individuel, cela n'avait jamais existé. Une autre chose encore fait que tout le monde s'intéresse au calendrier. À Rome, la ville sainte de la chrétienté, une réforme de portée historique se prépare. On se sert encore du calendrier instauré par Jules César. Mais les inexactitudes qu'il comporte se sont additionnées au cours des siècles au point que la fête de Pâques se déplace dangereusement vers l'été. La Curie donne l'alerte. Le pape Grégoire XIII fait sauter 10 jours de l'année 1582 et instaure le calendrier dit grégorien qui est encore le nôtre. Le regard des hommes se tourne de plus en plus souvent vers l'horloge publique et vers leur calendrier personnel. L'horloge mécanique est plus qu'un simple instrument. Seconde après seconde, elle concrétise le passage du temps. Ich habe lange Zeit diese ganze Geschichte studiert und mit der Zeit diese J'ai longtemps étudié toute l'histoire. bekommen. Et à la longue, je me suis mis à vraiment aimer cette horloge. Elle compte beaucoup pour moi. Hier in diesem Raum bin und das Ticken höre, dann Quand je suis dans cette pièce et que j'écoute son tic-tac, je m'abstrais du monde extérieur en somme. Et je peux écouter en moi-même en oubliant tout simplement le temps extérieur. einfach die äußere Zeit vergessen. Mais dans le monde extérieur, le rythme de la vie devient de plus en plus rapide. Dès la fin du XVe siècle, les cloches sonnent déjà tous les quarts d'heure.